Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode de la série RPG Open World de créer un jeu avec ces jeux vidéo avec Scratch. Donc, si vous avez manqué le premier épisode, vous pouvez commencer directement ici avec le lien du projet dans la description du vidéo ou aller voir le premier vidéo de la série pour débuter le projet du début. Pour rafraîchir un petit peu, on était rendu à avoir programmé la navigation dans notre monde avec un système de coordonnées monde où on pouvait déplacer notre personnage d'une section, d'un niveau à l'autre, comme ça, dans notre monde. Euh, Ça fonctionnait avec les variables, comme je disais, X monde actif et Y monde actif, qui suivent euh, ou la position de mon joueur dans le monde. Et à chaque fois que je le déplace, dans le fond, je vais vérifier si j'ai dépassé les limites et modifier ma variable ma position dans le monde. Je vais ajuster ma position locale aussi. Et puis, je vais m'assurer aussi que je n'ai pas dépassé les limites de mon monde. Euh, et puis, la variable, mon actif, elle est utilisée pour construire un string, c'est-à-dire un bout de texte qui correspond au nom de mes différents arrière-plans. Donc, ces deux-là sont plus utilisés, je pourrais même les effacer. Et puis, puisque j'utilise le nom et non pas l'ordre ou le numéro de mes arrière-plans, donc je peux les déplacer autant comme autant et puis euh, ça ne changera rien, mon jeu va toujours marcher. Donc, on a la fonction charger de niveau ici, et puis vous remarquerez aussi que j'ai ajouté beaucoup de commentaires pour expliquer chaque fonction, chaque euh, utilisation du code pour rendre ça plus facile, et au fur et à mesure que notre projet va évoluer, eh bien, ça va être utile d'être capable de voir chaque fonction fait quoi et que ça soit expliqué comme ça. Parce qu'on est déjà on est à peine au début du projet et puis notre code commence déjà à grossir rapidement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remplir notre monde d'objets. J'en avais glissé un mot la dernière fois, mais si on regarde un petit peu les objets euh, qu'il va avoir dans notre jeu, en fait, le joueur, qui est un cas un peu particulier, il va aussi avoir trois types d'objets relativement similaires, mais avec des particularités. Les personnages non-joueurs, NPC, les hostiles, donc ce qui va être nos ennemis, les choses qu'on va pouvoir détruire, et puis les objets qu'on va pouvoir ramasser et fonctionner. Donc tous ces objets-là vont avoir des caractéristiques communes et des différences aussi. Et puis, quand on parle d'objet, en fait, c'est un paradigme, c'est-à-dire un cadre, une façon de voir la programmation qui s'appelle la programmation orientée objet. C'est-à-dire que tout dans notre programme va être conçu comme un objet, une chose qu'on va pouvoir manipuler. Et puis, un objet, il est constitué de deux choses. Il est constitué de variables, donc d'informations qu'il compose, et de fonctions, de choses qu'il peut faire. Et puis, dans Scratch, les choses sont déjà des objets. Donc, on voit que nos sprites ont un nom, une position, une taille. Donc, ça, ce sont des variables. Et puis, il y a des choses aussi qu'ils peuvent faire. On peut leur mettre du code, elles peuvent exécuter ce code-là. On peut aussi les déplacer dans le niveau de jeu. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire avec nos objets. Puis, il y a des données qui les représentent. Donc, ça va être la même chose dans notre jeu. Et puis, ça va nous permettre aussi de le faire d'une façon qu'on va pouvoir créer continuellement des nouveaux objets qui sont dérivés euh, des fonctions qu'on a établies précédemment. Donc, une fois qu'on va avoir créé les objets, ça va être facile de créer les NPC, les, les objets hostiles, les objets à ramasser en se basant sur les fonctionnalités communes. Donc, on va avoir une espèce de ce qu'on appelle une classe, une catégorie d'objets qu'on ne mettra jamais dans le jeu, qui va être un peu comme un objet abstrait. Et puis ça va rassembler toutes les fonctionnalités et puis les variables de, de nos objets, qui sont communs à tous nos objets. Si on regarde rapidement, c'est quoi ces variables communes-là? Donc, les variables, c'est vraiment les données qui représentent mon objet. Donc, on a la position locale de chaque objet, donc où dans l'écran il devrait être, et la position monde, dans quel niveau, dans quel chunk, dans quelle euh, partie de mon monde il devrait être. On va leur donner un nom pour savoir exactement de quel objet il s'agit, et on va aussi leur donner un ID, un identifiant
individuels. Donc, par exemple, si on a 8 ennemis de la même façon, du même type, par exemple 8 gardes, les 8 vont avoir le même nom, et chacun va avoir un ID différente pour qu'ils soient capables de se distinguer les uns des autres. Donc ça, c'est les choses qui vont représenter et qui sont communs à tous mes objets. Après ça, les variables que les autres spécifiques vont avoir, ben, par exemple, les NPC pour avoir des lignes, des dialogues, les styles vont avoir des vies, des vies max, un objet pour avoir une quantité, par exemple, si on a des flèches ou des choses comme ça, on pourrait commencer une quantité de flèches sur un même objet. Notre joueur, il va avoir beaucoup, beaucoup de variables qui vont le décrire, là, son expérience, son niveau. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas tout ce qu'il va avoir à la version finale, mais c'est juste une façon de conceptualiser notre projet, notre jeu. Donc, ça, ce sont les trucs spécifiques pour chaque instance. Donc, chaque fois qu'on va créer un NPC, un ennemi, un objet, donc l'instance va avoir ces variables-là. Ils vont aussi avoir des variables propres à chaque instance ici. En fait, j'ai probablement pas utilisé les bons mots parce que ils sont pas partagés. En fait, je vais le spécifier qu'ils ne sont pas partagés, ils sont juste communs dans le sens qu'ils les ont tous. Ils dérivent de la classe en général. Mais chaque position va être individuelle à chaque instance. Donc, j'ai changé, avec la magie du montage, vous l'avez vu, j'ai changé commune pour les variables de la classe, donc des objets en général, et des variables des sous-classes, donc des sous-catégories d'objets comme ça. Donc, c'est une façon de mettre en œuvre une certaine fonctionnalité de la programmation orientée objet dans Scratch. Donc, on va créer des objets qui ont ces variables. Donc, ça a l'air plus compliqué que ce l'est réellement. Ce que je veux qu'on comprenne de ça, c'est qu'on représente nos objets par des données. Et puis ces données-là vont être propres à chaque instance. Il y en a qui vont être communes à toutes les catégories d'objets. Il y en a qui vont être propres à chaque sous-catégorie ou sous-classe d'objets. Donc, ça fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va se concentrer à créer un objet type abstrait où on va être capable de créer ces variables et créer l'objet et lui donner des variables dont il va être capable de se rappeler. Les fonctions communes, chaque objet devrait être capable de, comme je dis, de se créer et puis de se sauvegarder dans une liste d'objets. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, système pour sauvegarder et charger nos objets. Aujourd'hui, on va se concentrer à les créer. Créer nos objets. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre objet type abstrait qui va contenir ces variables-là et la fonction de créer. Donc, une fois qu'on aura fait nos fonctionnalités de base communes à chacun des objets, on pourra faire des sous-catégories. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement l'appeler objet, puis on va l'appeler abstrait pour éviter toute confusion avec les objets d'inventaire. Puis dans les costumes, je vais simplement faire un petit carré vert avec un contour noir pour éviter que mon personnage passe dedans. Je vais le rapetisser même un petit peu comme ça. Et puis je vais l'appeler parce qu'on va encore utiliser le nom des costumes pour charger euh, les bons objets et puis être capable de déterminer leur nom. On va l'appeler objet test. Puis je vais en créer une copie dans laquelle je vais faire un X noir pour être capable de voir la différence. Et je vais l'appeler objet test 2. Comme ça. Donc là, maintenant, objets. Euh, j'ai deux objets différents, deux costumes différents que je vais pouvoir mettre dans mon monde en fonction de quel objet je veux. Objet avec un B ici. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des variables locales pour chacune des variables communes ici. Donc, X local, Y local, X monde, Y monde, nom, ID. Donc, bien important de les faire uniquement pour ce sprite, puisqu'on veut qu'elles soient propres à chaque instance de notre objet. Donc, à chaque fois que je crée un objet, il y a son propre ID, son propre nom, sa propre position, et tout et tout. Donc, j'ai créé toutes les variables locales et on remarque que c'est bien pour uniquement les objets abstraits. Donc, on le voit visuellement que
que c'est une variable locale propre à chaque instance. Et j'ai aussi mis tous les blocs pour les montrer et les cacher facilement. Donc, si j'ai besoin plus tard pour débugger mon programme. Donc, une fois que j'ai créé ces variables-là, on va aussi créer la fonction, le bloc, pour créer un objet. Donc, on va l'appeler créer. Et là, pour créer notre objet, j'aimerais ça être capable de lui passer, de donner à ma fonction toutes les données que je vais avoir besoin pour créer cet objet-là. Donc, je vais lui passer son nom, je vais lui passer son ID, son X local, son Y local, son X monde et son Y monde. Donc, je voudrais être capable de passer toutes ces informations-là à mon objet et que automatiquement ça crée un objet. Je vais diminuer sa taille un peu, je le trouve gros. Donc, ça va créer un objet dans mon monde et puis cet objet-là va avoir toutes ces variables mises dans la bonne, au bon endroit. Dans le fond, les variables, les valeurs qu'on va avoir passées dans la fonction vont être les valeurs de mes variables pour mon objet. Donc, c'est sûr que la façon la plus facile, en fait, de créer un instance d'un objet, ça serait de créer un clone. Donc, créer un clone de moi-même, et là, ça crée le clone automatiquement. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de façon de lui passer les informations que j'ai mis ici. Donc, pour ça, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une liste temporaire qui va servir à garder en mémoire le temps que j'en ai besoin de toutes ces informations-là. Donc, je vais créer une liste pour tout le monde que je vais appeler temporaire. Et puis, c'est une liste qu'on va réutiliser de temps en temps en fonction de nos besoins. Donc, là, ce que je voudrais, c'est que toutes ces informations-là que je passe à ma fonction soient enregistrées dans ma liste temporaire. Et puis que quand je crée le clone, il ils prennent ces informations de la liste pour établir ces variables locales. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement, on va s'assurer que la liste soit vide en premier, et puis on va ajouter tout simplement les différents éléments à cette liste-là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 variables. 3, 4, 5, 6, ouais. Donc, je vais faire 6. Donc, je ne vais pas ajouter chose 6 fois. Je vais vouloir ajouter le nom, l'ID, le X local, le Y local, le X monde et le Y monde. Donc, par exemple, si je lui dis fais un objet avec l'ID 1 à la position 50, 50, 3, 3, donc local 50-50 et monde 3-3, je devrais avoir ces informations-là qui se retrouvent dans ma liste temporaire. Ce qui est excellent, ça marche très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le clone. Et puis, le clone, maintenant, quand il commence comme un clone, on va aller et on va lui mettre ces informations-là. Donc, quand je commence comme un clone, on va mettre mon nom, mon ID, on va mettre ma position X, X local, la position Y locale, et on va mettre le X monde et le Y monde aux différents éléments qu'on a mis ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'élément. Donc, l'élément 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Donc, on devrait créer un clone. On va le cacher et on va montrer ce clone-là. Montrer. Donc, et celui-là ici, on pourrait dire que, juste pour s'assurer, on va le cacher pour être sûr que notre modèle apparaisse pas. Donc, quand on crée un clone, il va aller prendre ces informations de la liste qu'on n'a pas populée avec la fonction ici. Donc, on passe toutes nos informations à la fonction créer pour créer un objet. On enregistre toutes ces informations-là dans une liste, on crée le clone, et le clone va chercher ces informations-là dans la liste pour initialiser ces variables locales. Donc, on pourrait simplement dire maintenant à mon clone que on va répéter à l'infini. En fait, on ne va pas le montrer tout de suite, on va répéter à l'infini, et on va lui dire si tu es dans la bonne partie du monde. Donc, si l'élément xmonde et ymonde sont la même chose que mon xmonde actif et mon ymonde actif. Donc, si on est actuellement dans la section de notre monde où cet objet-là est supposé d'être, donc si mon xmonde et mon ymonde est égal à ceux qui sont présentement actifs, alors on va le montrer. On va le montrer. Sinon, on va le cacher pour pas qu'il apparaisse dans les autres mondes. Donc ça fait que si on est dans le bon endroit, on va en créer un. Et puis, si on n'est pas au bon endroit, on va le cacher pour ne pas le voir. Et puis là, simplement, je vais créer une fonction où je vais créer un clone. Quand j'appuie sur espace, on va créer un clone de moi-même, de objet. On va lui dire objet ici. Sauf que ce que je veux vouloir faire, c'est que le nom puisse déterminer si c'est un objet test ou objet test 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui dire, une fois que j'ai fait tout ça, avant de le montrer, on va basculer vers le costume correspondant à mon nom. Donc, ça va me permettre d'avoir différents costumes correspondant à mes différents noms d'objets. Puis l'autre chose que je vais faire aussi, je vais les barrer en place. Donc, je vais lui dire de constamment aller à sa position X locale et Y locale. Donc, il va aller à la bonne position où il devrait être dans l'écran, puis il va seulement apparaître si on est dans le monde actif, ici. Et puis là, ici, je dis, on va créer un objet. Je vais essayer, je vais l'appeler, je vais créer un objet test pour commencer. Objet test 2, vu que le X, on va mieux voir. Objet test 2, on va donner l'ID 1 pour commencer parce qu'on n'a pas le système d'ID encore. Et puis là, je vais lui dire dans le monde, c'est coordonnées X, ça va être le monde actif. Y, ça va être le monde actif. Donc, je vais le créer dans la page où je suis. Et puis, pour ces coordonnées, on va y aller avec les positions de ma souris. Donc, la souris X et la souris Y. Donc, à chaque fois que j'appuie sur espace, je devrais être capable de créer un objet test 2. Et quand je vais appuyer sur, disons, A, je devrais être capable de créer un test 1. Puis, il devrait se cacher si je ne suis plus dans le bon, dans la bonne scène. Donc, on va essayer. Donc, j'ai mon personnage, je peux bouger parfaitement. Oups, j'ai appuyé sur A. Ouais. A, vu que je l'utilise pour le mouvement, c'est pas bon, donc on va essayer avec X. Donc, X ici. Donc, si je bouge et j'appuie sur espace, je crée un objet 2.
Et si j'appuie sur X, j'ai créé un objet 1. Si je change, ils ne sont plus là. Je vais en créer un autre ici. Et là, ils sont revenus. Ils sont partis. Et voilà, je suis capable d'avoir des objets qui restent ici. Maintenant, pour le ID, on va régler ça avec la sauvegarde et le chargement. Donc, maintenant que j'ai créé des objets, je vais juste vérifier pour être sûr qu'ils ont toutes les bonnes données et on va terminer avec ça aujourd'hui. Donc, je vais lui dire que quand je clique sur un objet, je vais juste lui faire dire rapidement une seconde par variable. Je vais lui faire dire ses variables. Donc, son nom, son ID, son X local. En fait, je pourrais même faire regrouper. Tiens, on va y aller avec regrouper le X local pour donner les coordonnées où il devrait être. Donc, X local, Y local. Et puis là, on va faire la même chose, mais pour son X monde et Y monde. Donc, pour le ID, en fait, c'est relativement simple. On peut même le faire tout de suite pour qu'il y ait chacun un ID différent. C'est qu'on va garder un compte pour tout le monde, ça va être la même pour tout le monde, de notre nombre d'objets. Donc, combien d'objets on a créé? Je vais le mettre à 0 au début ici. Puis, à chaque fois que je vais créer un nouvel objet, je vais ajouter le nombre d'objets par 1. Et puis ici, quand je vais créer mon objet, pour l'instant, je vais simplement dire nombre d'objets plus 1 pour mon ID. Donc, le premier va être 1, puisque je commence à 0. Après ça, à chaque fois que j'en crée un, ça va augmenter. Donc, ils devraient tous avoir un ID différent, comme ça. Donc, nombre d'objets 0. Si j'en crée, ça devrait monter 1, 2. Oh, on voit que ça en crée rapidement. Puis on arrive rapidement au maximum d'objets possible. Et puis, ça a fait aussi planter le jeu. Comme j'ai dit, ça a solidement fait planter l'ordinateur et j'ai dû recommencer une partie. Donc, ce qu'on va faire, en fait, le problème, c'était que l'événement se produisait plusieurs fois à chaque fois que j'appuyais sur la touche, puis je créais rapidement beaucoup trop de clones. Fait que ce qu'on va faire, en fait, pour créer notre test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction où on dit que quand je commence, je vais attendre jusqu'à ce que une touche soit appuyée. Par exemple, on disait la touche X, jusqu'à ce que la touche X soit appuyée. On va créer l'élément et on va attendre jusqu'à ce que la touche X soit relâchée avant de que la touche X ne soit pas appuyée avant de permettre de créer un autre clone. Et puis là, on disait que la variable, ça allait être le nombre d'objets plus 1 pour l'ID. Nombre d'objets plus 1. Que ça allait être le X de la souris et le Y de la souris. Et puis qu'on allait les créer dans le monde qui était actuellement actif. Comme ça ici. Et je vais faire la même chose. Sauf que là, je vais y aller avec Z. Z. Et puis là, on va choisir les deux noms différents. Donc, objet test 2 ici. Et objet test 1 ici. Et puis là, le fait d'attendre, d'avoir pressé la touche, devrait nous empêcher de créer trop d'objets au même endroit en même temps. Donc, si on y va, on peut démarrer le jeu. J'y vais avec un X
objet 1, Z, objet 2. Et puis là, si je bouge, X, parfait. Et puis Z encore. Et puis ils sont là. Parfait. Et puis là, on voulait s'assurer qu'ils nous donnent les bonnes informations. Donc, on avait dit, et là, c'est le code que j'ai perdu, quand ce sprite est cliqué, on va dire pendant 1 seconde les différentes variables qu'on a. Donc, le nom, l'ID, le X local, le Y local, le X monde et le Y monde. X monde, Y monde. Et puis on avait dit aussi qu'on voulait formater nos positions. Donc, Y et X monde. Puis, on voudrait aussi faire la même chose, mais pour le local. X local, Y local. Donc ça, quand je clique sur un objet, ça devrait me donner toutes ces informations. Donc j'y vais, je crée un objet. Et puis là, si je clique dessus, objet test 2, 2, 98, 2, 2, parfait. Objet 2, c'est le premier que j'ai créé. Parfait, il me donne sa position. Et puis là, si je vais ici et que j'en crée un autre, il me donne sa position aussi. Donc, on vient de créer des objets qui sont capables de se souvenir de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, où ils sont, et puis on a programmé pour qu'ils s'affichent seulement quand ils sont dans le niveau actif. Présentement, il n'y a aucune manière de récupérer ces objets-là. Une fois que je démarre mon jeu, j'ai aucune façon pour les objets d'exister en dehors. Et c'est ce qu'on va voir lors des prochains épisodes, comment sauvegarder et charger l'état de notre monde à partir de nos objets qu'on a créés. Donc, merci beaucoup. Désolé pour les problèmes techniques. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre nos vidéos et à vous joindre à nous les mardis 4h pour poursuivre cette activité-là. Le lien Zoom est dans la description. Merci beaucoup et au revoir.